vous qui me l'apportez? Non, c'est quelqu'un qui me l'a Voilà. fait. Eh bien, j'ai reçu. C'est un de nos membres qui est biologiste. C'est parti. Je dis que vous êtes ingénieur CNRS et que vous présidez par commission de Depuis, je suis membre fondateur, on va dire comme ça. Je suis membre. Actuellement, je suis présidente, mais je suis membre fondateur et elle a été fondée en 98. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vais dire, c'est une chose qui n'est pas très fréquente pour nous d'aborder l'histoire des sciences, et que nous faisons avec grande joie, vous l'avez proposé, et puis je vous pose la parole. D'accord. Eh bien, si je crois que l'heure est sonnée, et si vous voulez bien, nous allons commencer cette conférence particulièrement originale, puisqu'il n'est pas très fréquent que nous abordions l'histoire des sciences, et nous le faisons aujourd'hui grâce à Madame Ginette Gablot, qui est ingénieure honoraire du CNRS et membre fondateur de l'association Parcours des sciences, qui organise des visites très passionnantes des établissements scientifiques du quartier, que plusieurs d'entre vous ont faites et que j'espère nous continuerons. Et je suis particulièrement heureuse que Madame Ginette Gablot, qui est également membre de notre association, ait proposé que nous réunissions nos activités de temps en temps, parce que c'est une ouverture tout à fait intéressante, et je crois qu'il vaut mieux que je lui cède la parole pour vous décrire mieux son projet dans cette conférence. Merci, Madame. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ravie qu'on m'ait demandé de faire cette conférence sur un sujet, l'histoire des laboratoires, qui est si ancré dans la vie du quartier latin, et en particulier la vie du quartier latin de nos jours. Si on regarde le tissu urbain tel qu'il est aujourd'hui dans le 5e arrondissement, on s'aperçoit que la densité d'amphithéâtres, d'écoles, d'hôpitaux, de lieux où sont appliquées toutes les recherches qui sont menées est particulièrement grande. Cela ne surprend pas du tout les visiteurs qui ont l'impression que, par exemple, la Sorbonne, depuis Richelieu, a grandi progressivement au fur et à mesure des besoins pour arriver à sa taille actuelle. Ça ne les surprend pas non plus de voir ces établissements d'enseignement et de recherche si bien imbriqués dans le tissu, dans l'habitat, dans la mesure où ils pensent qu'effectivement, au fur et à mesure des besoins des savants, les couvents désaffectés ont laissé la place au laboratoire. C'est une vision, moi, qui me surprend beaucoup, et il n'en est rien, comme vous le savez, et c'est bien ce qu'illustre ce fragment d'une photographie reprise par le peintre Victor Navelet. C'est une photographie qui a été faite en 1855 à partir d'un ballon captif qui était accroché à l'observatoire. Et cette photographie a été, on dirait, colorisée ultérieurement. Et sur cette partie, on s'aperçoit bien qu'un grand point vert pénètre dans Paris et que le quartier latin de 1855, de fait, se réduit à ce qu'on pourrait appeler des coteaux,
et que le plateau et la plaine qui suit derrière sont tout à fait inoccupés ou fort peu bâtis. C'est bien ce que confirment les cartes. Vous avez ici la vieille Sorbonne, l'école des mines, la toute nouvelle école normale qui vient de s'installer en 1847. Vous voyez, la rue Gay-Lussac n'est pas encore ouverte. La rue des Feuillantines a été prolongée et élargie, mais bute contre l'école de pharmacie qui est toujours installée dans ces très vieux bâtiments et qui va bientôt quitter le quartier. Et de fait, la science se cantonne à la Sorbonne, aux mines, à l'école normale, à l'école de pharmacie et à Polytechnique, pour ce qui est du 5e. Donc, c'est encore extrêmement peu développé et, par contre, 50 ans plus tard, effectivement, les laboratoires commencent à prendre un peu plus de place, en particulier parce que la Sorbonne, la nouvelle Sorbonne vient d'être ouverte. La nouvelle Sorbonne vient d'être ouverte, Polytechnique est toujours à sa place, les mines aussi, l'école normale. Grande nouveauté, l'Institut agronomique vient d'être ouvert. Et par contre, vous voyez, tout le quartier du plateau que nous connaissons, si transformé aujourd'hui, est toujours resté à son état, j'allais dire, pré-révolutionnaire. Donc, les laboratoires, les amphithéâtres, les institutions que nous connaissons, de fait, sont tout à fait récentes. C'est sans doute, notent les historiens, une caractéristique française que de s'être intéressé si tard au monde de la recherche. La révolution industrielle aidant au début du XIXe siècle, les réflexions concernant ses implications pour la science, l'évolution des techniques, le progrès et ses conséquences pour la société sont très nombreuses. Mais prenons l'exemple de L'avenir de la science de Renan, qui est écrit en 1848. Eh bien, l'avenir de la science aurait très très bien pu inspirer des réflexions et voire même des lignes d'action en matière de politique de recherche, conduire à réfléchir à des financements, à des développements, voire même à des orientations. Eh bien, toutes ces préoccupations-là seront celles du XXe siècle, pas celles du XIXe. C'est pour ça, c'est dans ce contexte que Claude Bernard, mais surtout Pasteur, parce qu'il est le plus connu, interviennent véhémentement auprès de Napoléon III pour réclamer, comme vous connaissez la formule, ces demeures sacrées que sont les laboratoires, qui sont les temples de l'avenir. Et malheureusement, on le verra plus tard, Pasteur ne verra pas sa demande aboutir. Ceci dit, qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire? Alors, le terme laboratoire apparaît en 1610 dans un traité de chimie et puis un petit peu après dans un traité de pharmacie, et c'est vraiment l'endroit où on prépare et où on élabore les choses. Ça demeure utilisé dans ce sens-là, même s'il a gagné aujourd'hui, vous le savez bien, les laboratoires biologiques, le laboratoire photographique, etc. Mais la notion de laboratoire comme un lieu de fait où on travaille et où on effectue la recherche est déjà bien ancrée dans le vocabulaire français. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir quels étaient les premiers laboratoires parisiens et surtout quel rôle ils jouaient
Ça nous permettra de comprendre pourquoi Pasteur et d'autres réclament de vrais laboratoires. Et là, nous prendrons 2 exemples, celui de Pasteur et celui de Pierre Curie. Ce qui nous permettra, à partir de ces exemples, de voir ce que veut dire disposer d'un laboratoire. Disposer d'un laboratoire, ça peut paraître complètement abstrait, mais concrètement, ça veut dire des choses des plus matérielles et avec des aspects financiers non négligeables auxquels on pense quelquefois quand on paie ses impôts, mais pas forcément liés à la notion de laboratoire lorsqu'on pense à ces lieux scientifiques. Enfin, nous verrons sur les exemples, à partir des exemples qui auront été pris, qui ont été les acteurs de cette reconnaissance de la recherche et du rôle des laboratoires, acteurs privés et acteurs publics, et comment ils ont participé aux étapes de cette reconnaissance. Donc les premiers laboratoires parisiens. Les premiers laboratoires parisiens, et si vous connaissez le livre de Bruno Bellost qui s'appelle « Le Paris savant », qui est consacré à la science d'avant la Révolution, ces laboratoires sont installés dans les palais, au Louvre, dans les palais des princes, donc surtout rive droite, et ce sont à côté des cabinets de curiosité, des lieux de prestige, des lieux où on se rassemble les connaissances en train de se faire, car il y a un savant, on dirait aujourd'hui résident, et puis ce sont des lieux qui sont en relation directe avec les activités économiques et stratégiques que sont la monnaie, les mines, les arsenaux. Donc ce sont les premiers laboratoires. Ces premiers laboratoires liés à ces activités ont donc nécessité la création d'écoles spécialisées, ainsi que par exemple l'école des mines, très rapidement crée un cours de chimie docimasique, c'est-à-dire la spécialité qui va permettre de déterminer extrêmement rapidement à partir d'un minerai quelle teneur en différents métaux, par exemple en argent ou en or, est la sienne. Ces écoles sont considérées pendant longtemps comme étant les lieux où on fait la science. Par contre, du côté de l'université, qui est... Pardon. Le micro ne marche pas. C'est peut-être parce que je n'étais pas vraiment en face. Merci, madame. J'oubliais tout à l'heure, dans les lieux où se font la science de l'époque et où il y a des laboratoires, bien entendu les manufactures, comme Sèvres, mais aussi comme celle des Gobelins. Et là, vous avez une des premières photos qui a jamais été prise des laboratoires des Gobelins à la fin du 19e avec le chimiste Chevreul. Du côté de l'université, comme vous le savez, l'université impériale est créée en 1808 et elle crée une faculté des sciences qui est une nouveauté, il n'y en avait pas auparavant, mais malheureusement, cette faculté des sciences n'a pas de laboratoire pour former ses étudiants. Elle est installée dans la vieille Sorbonne et les étudiants, pour se former, sont accueillis par les professeurs qui souvent ont développé des laboratoires chez eux. La Sorbonne nouvelle, je vous le rappelle, qui est construite de 1885 à 1895 pour les murs, aura quelques laboratoires tout à fait adaptés, mais qui seront rapidement trop petits, comme on le verra tout à l'heure. En attendant, les étudiants manquent donc de lieux de formation, et c'est pour ça qu'en 1864, un chimiste du Muséum, Edmond Frémy, va ouvrir le premier laboratoire destiné à former les étudiants.
Je pense que vous connaissez le bâtiment de la Baleine au muséum. C'est celui qui actuellement accueille le restaurant. C'est dans ce bâtiment que le premier laboratoire de Frémy a été ouvert. Plus tard, il migrera pour aller de l'autre côté de la rue Buffon. Le projet de Frémy est tout à fait intéressant. Bien entendu, lorsqu'il veut ce laboratoire, il veut pouvoir accueillir les étudiants, donc il demande qu'on prévoie des salles de travaux pratiques, une salle pour les balances, une salle pour stocker les produits chimiques, mais il demande aussi un laboratoire pour le professeur. Le professeur n'a pas de laboratoire en dehors des lieux qui sont liés à l'enseignement, et c'est complètement nouveau parce que, comme l'a remarqué Antoine Pro, historien de l'enseignement supérieur, la recherche n'est pas une obligation pour les universitaires, c'est une activité tout à fait secondaire. Prenons l'exemple d'Henri Becquerel. Il est petit-fils de professeur au muséum, ce qu'il est aussi, professeur au muséum, professeur à Polytechnique. Eh bien, il fait des recherches personnelles, il n'y est absolument pas obligé, et il doit donc payer son assistant et payer son matériel. La recherche, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette petite plaque qui est dédiée aux Amis des sciences. Et de fait, les Amis des sciences sont en réalité une société de bienfaisance. Les scientifiques, les savants de l'époque sont simplement rétribués, je dirais plutôt récompensés pour leurs travaux lorsqu'ils ont été brillants par l'Académie des sciences, par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, mais ils ne sont en rien payés pour ça. Il faudra attendre officiellement la création du CNRS en 1939 pour que soit reconnue et rétribuée l'activité de recherche payée, l'activité de recherche à temps plein. Donc, on comprend bien que dans ces conditions, Claude Bernard, Pasteur et d'autres vont réclamer des laboratoires pour leurs travaux. Ils ont réclamé des laboratoires pour les étudiants, mais ils en ont aussi besoin pour eux-mêmes. Et comme disait Pasteur, sans laboratoire, les soldats, les savants sont des soldats sans armes sur le champ de bataille. Je prendrai deux cas. Le cas de quelqu'un qui est tout à fait en place, puisque, ancien normalien, Pasteur devient directeur des études de l'école en 1857. Il est installé au 2e étage, et c'est son appartement, et au-dessus, il va installer son petit laboratoire personnel. Comme vous le savez, Pasteur est hémiplégique, et il demande très très rapidement qu'on construise un laboratoire pour ses travaux. Ce qui finalement sera fait, c'est le bâtiment qui longe la rue d'Ulm, qui dans un premier temps est assez petit et qui va être agrandi, ce qui permettra quand même au début de l'école pasteurienne de travailler, mais cela ne suffit pas, et c'est par une souscription publique internationale que l'Institut Pasteur pourra être construit, mais il n'ouvrira qu'en 1888. Pasteur a 66 ans et il lui reste 5 ans à vivre. Donc il a très très, très peu disposé de ce lieu dont il avait tant rêvé. Autre exemple, et là c'est quelques années plus tard, mais quelqu'un qui est un quasi-inconnu, Pierre Curie. Pierre Curie, avant de travailler avec sa femme dans ces baraques qu'on appelle hangars pour découvrir la radioactivité, il faisait ses recherches sur le magnétisme dans un couloir. Et certains des directeurs de l'école municipale qu'il emploie, trouvent que la recherche n'a rien à voir dans une école de ce type,
qui forment des contremaîtres, des ingénieurs destinés à la production. Ceci dit, après la découverte du radium et polonium, la notoriété des Curie est telle que l'Université de Genève va proposer à Pierre de devenir titulaire d'une chaire de physique à Genève et disposer d'un laboratoire. Mais finalement, il va y renoncer et en 1900, il accepte de devenir chargé du cours de physique destiné aux élèves de médecine inscrits en première année qui, depuis peu, ont l'obligation de faire le PCN, physique, chimie, sciences naturelles. C'était la première année de médecine. Et donc, Pierre Curie va s'installer 12 rue Cuvier, dans cette annexe de la Sorbonne qui est ouverte en 1900. Et là, il ne dispose pas de laboratoire, pas plus qu'auparavant. Avec l'attribution du prix Nobel, les choses changent. Comme par hasard, dans les 15 jours qui suivent, il est décidé qu'une chaire de physique va lui être créée et lui demande avec un laboratoire. Alors plusieurs propositions vont lui... ce qu'il confirmera quand il recevra le président de la République, Émile Loubet, qui lui demandera ce qu'il veut, quelle récompense il aimerait avoir de la part de l'État français. Et Pierre Curie, qui est un athée, dira nous sommes en 1904. Bien des églises vont être désaffectées bientôt. Un petit morceau de Notre-Dame me suffirait. Ceci dit, plusieurs propositions sont évoquées pour lui construire un laboratoire. La première est un projet qui tourne autour ici rue d'Estrapade, des deux réservoirs de la ville de Paris qui avaient été inaugurés par Aragon et qui étaient alimentés par l'aqueduc de Marie de Médicis et qui vont être fermés et vendus par la ville. Ce projet n'aboutira pas. Il est aussi question de déménager les travaux pratiques de chimie qui sont actuellement dans la Sorbonne, ils y sont pourtant depuis pas très longtemps, et de les installer dans un vaste atelier de la halle au vin. Et c'est la première fois en 1904 qu'on parle de la halle au vin. Et ça non plus n'est pas un projet qui aboutira. Par contre, une proposition beaucoup plus sérieuse est faite par l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur propose à Pierre Curie, rue du Thau, un vaste laboratoire. Ce sont les appréciations portées par le couple Curie. Effectivement, il y aura de la place, mais les locaux ne seront pas aménagés de façon satisfaisante pour les physiciens. Il n'y aura pas d'instruments, alors qu'au PCN, il peut utiliser un certain nombre d'instruments qui sont mis en commun par tous les scientifiques présents. Il doute que les étudiants aillent aussi loin, suivre ses cours, et surtout, il pense qu'il se retrouvera, lui, physicien, et Marie, chimiste, se retrouveront en milieu de biologistes, et que de fait, ça ne sera pas fructueux au niveau des échanges. Ces différents aspects matériels et spirituels, et d'échanges intellectuels, sont tout à fait importants lorsqu'on réfléchit à ce qu'est un laboratoire. Finalement, il demandera à l'architecte qui a construit l'annexe rue Cuvier, qui est aussi l'architecte qui a construit la Nouvelle Sorbonne, Henri-Paul Nénaud, de lui bâtir un petit pavillon, et c'est pris sur les émoluments que lui verse l'université, un petit pavillon qui sera bâti à partir de 1905 et qu'après sa mort, Marie Curie occupera. C'est pour tout le monde un petit laboratoire provisoire.
à partir de 1904, Pierre Curie entreprend une campagne, on dirait aujourd'hui, de lobbying. Lui qui déteste les réceptions, qui déteste les rencontres et les rendez-vous, va demander à être reçu par les hommes politiques. Il va aussi rencontrer des mécènes. Et en particulier, il va rencontrer la comtesse Greffule, qui est tout à fait intéressée par l'idée de l'aider à avoir un laboratoire. Elle lui proposera un laboratoire sur ses terres en Seine-et-Marne, près de son château, mais c'est trop loin de Paris. Et de fait, ce projet de laboratoire destiné aux recherches sur le radium se fera avec l'aide de la comtesse Greffule dans un projet beaucoup plus global dont nous allons reparler après, qui permettra d'installer l'Institut du Radium entre la rue Saint-Jacques et la rue d'Ulm. L'Institut du Radium tel qu'il sera construit à partir de 1909. Mais que faut-il pour construire un laboratoire ? Si on pose cette question-là à des étudiants de première année au CNAM, des étudiants qui n'ont pas de bagage scientifique, il leur est bien difficile de répondre. Des chercheurs, des animaux, alors ça tout le monde pense aux animaux, des instruments, mais en dehors de ça, ils ne vont pas plus dans le concret. Par contre, quand on leur demande ce qu'il leur faudrait pour ouvrir un restaurant, je ne sais pas, une pizzeria ou un turc, ça ils savent très bien. Il faut un bâtiment, il faut de l'argent, il faut du matériel, etc. Exactement comme pour un laboratoire. Et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Dans un premier temps, pour se doter de nouveaux laboratoires, l'université va avoir besoin d'un terrain. Et ce terrain, elle le trouve entre la rue Saint-Jacques et la rue d'Ulm, à l'emplacement d'un monastère qui va être démoli pour qu'on puisse élargir la rue Saint-Jacques. C'est le monastère de la Visitation qui appartient à cette époque-là aux Dames de Saint-Michel. Je vais vous demander de regarder un petit détail que vous allez retrouver sur la photo suivante pour que vous puissiez voir la grandeur du terrain. Donc, nous avons la rue Saint-Jacques qui va être élargie à ce niveau-là. Et toute cette parcelle-là, donc nous avons la chapelle de la congrégation, l'ensemble des bâtiments conventuels et le début du jardin. Vous voyez ce petit appentis ici, qui est donc qui est appuyé sur le mur nord du jardin. Vous allez le retrouver tout de suite dans la photo suivante. Et là, pardon, je pense que nous sommes allés... Voilà. Le voici. Donc, ici, nous avons les bâtiments, et là-bas, nous avons la rue d'Ulm, avec juste derrière la chapelle laissée par l'école préparatoire Sainte-Geneviève, qui vient de déménager à Versailles. Donc, le Panthéon est sur notre gauche. Et ce terrain fait 9000 m², c'est-à-dire pratiquement 1 hectare. C'est une belle surface sur laquelle l'université a pour intention, lorsqu'elle l'achète en 1906, de construire un institut de géographie, de construire un institut de chimie, l'institut d'art et d'archéologie qui n'y sera jamais installé mais qui ira rue Michelet, et qui construira, et ça ce n'était pas prévu, l'Institut du Radium. Donc on a un terrain, et ce terrain commence à être bâti. Le premier bâtiment, ce sera celui du prince Albert Ier de Monaco, qui a demandé à la ville de disposer, à l'université de disposer d'une parcelle. Et là, dès 1909, on a le début de ce qui deviendra l'Institut de chimie appliquée.
Et surtout, on a une voie nouvelle qui va être créée, c'est la rue Pierre-Curie. La rue Pierre-Curie est créée dans la séance du 31 décembre 1910 par le conseil municipal, le rapporteur insistant sur le fait que le nom de Curie est tout à fait adapté parce que le laboratoire d'uranium va être construit juste à côté, et puis que ce sera un lien entre toute cette communauté scientifique qui ira de ce qu'on dirait un campus aujourd'hui, mais ce n'est pas le terme qu'il a utilisé à l'époque, jusqu'à l'école municipale de la ville de Paris, qui est donc un petit peu plus bas. De l'autre côté de la rue d'Ulm, alors nous avons donc le couvent des Dames de la Charité, dite de Saint-Michel, avec la rue Pierre-Curie qui va être ouverte ici. Et de l'autre côté aussi, des grandes transformations sont en préparation, puisque une voie va être ouverte à ce niveau-là. À cette époque-là, sur les plans que possède l'école municipale, enfin le SPCI, on voit que la voie s'appelle rue de l'Épée de Bois. Il est prévu qu'elle soit que la rue de l'Épée de Bois soit rallongée et de fait aille jusqu'au boulevard Saint-Michel, ce qui ne se fera jamais. Et puis après, elle reprendra, avant de s'appeler Brossolette, puis Erasme, elle s'appellera Courcelles-Seneuil. Donc là, le vieux collège Rollin qui abrite l'école municipale va être progressivement détruit. En 1932, comme vous le savez, la nouvelle école sera construite comme ici. De même, les transformations vont avoir lieu dans cette partie-ci, sur le terrain laissé par l'école préparatoire Sainte-Geneviève, où vont venir s'installer les locaux modernes, les laboratoires modernes de l'école normale supérieure et l'hôpital Curie. Donc les grandes transformations sont dans l'air. Alors, on a des terrains, on a des parcelles sur lesquelles on peut bâtir. Qu'est-ce qu'il est demandé aux architectes? Alors, le premier architecte à travailler sur ce campus, Curie, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Henri-Paul Desnos, qui a construit donc la Sorbonne et l'annexe de la rue Cuvier. Eh bien, il sait très bien qu'on va lui demander des salles de travaux pratiques, des salles de recherche aussi, qui ne se distinguent a priori absolument pas à cette époque-là, avec des planchers qui sont capables de supporter des paillasses qui portent des laves à leur surface. Qu'il faudra effectivement qu'il y ait des hottes, qu'il y ait des Sorbonnes, c'est-à-dire des hottes fermées, et qu'il y ait un certain nombre de dispositifs spécialisés qui sont quelquefois très difficiles à envisager par les architectes. Là, c'est en 1930, et ce n'est pas Desnos qui trouvera cette solution. C'est une paillasse, une table, qui résiste aux vibrations, et pour la bonne raison qu'elle est posée sur un pilier qui descend très très loin, une bonne dizaine de mètres, plusieurs dizaines de mètres plus loin, s'appuyer sur la roche. Et les étages qu'elle traverse sont complètement désolidarisés, donc cette paillasse est censée avoir le moins de vibrations possible, à moins qu'un tremblement de terre n'arrive à Paris. Les vibrations, c'est un très très grand problème. Rue Cuvier, les Curies, mais aussi les autres universitaires installés là-bas, se plaignaient des vibrations qui étaient celles des voitures à cheval passant sur les vieux pavés. Ils ont demandé à ce que la rue soit repavée avec des pavés de bois, ce qui coûtait trop cher, donc les pavés anciens ont simplement été retournés, effectivement. On considérait que la face qui était restée en terre était beaucoup plus plane.
rue Curie, lorsque Marie Curie s'installera dans son laboratoire, elle demandera à ce que la rue soit mise en sens unique pour qu'il y ait moins de circulation et au moins que les vibrations soient apparemment de même moindres. Est-ce qu'elle l'était ? Ça, c'est une question. C'est ce qu'on peut espérer. Ce qui est demandé aussi, c'est de voir clair. Alors, lorsque Nénaud construit la nouvelle Sorbonne, il veut qu'on puisse voir clair dans les amphithéâtres, en particulier sur les paillasses où les professeurs montrent les expériences. De fait, quelques années plus tard, rue Curie, l'éclairage zénital ne va être utilisé ici que pour la bibliothèque. C'est la bibliothèque de l'Institut de chimie qui est aujourd'hui Chimie ParisTech. Et cet éclairage zénital, on le retrouve aussi rue Cuvier dans les amphithéâtres pour éclairer les tablettes sur lesquelles écrivent les étudiants. Cet éclairage zénital, c'est aussi la contribution de Nénaud plus tard à la salle des congrès du Palais des Nations à Genève. Et ça, il lui vient des problèmes posés par les scientifiques. Autre problème de lumière, et ça, alors c'est une rareté, d'autant plus que c'est quelque chose qui n'a jamais servi, et je me demande si Jean Perrin, qui l'avait demandé, le voulait vraiment, ou est-ce pour faire des expériences, ou c'était simplement parce qu'il trouvait que sur la façade, ça donnerait un certain effet. C'est un héliostat. Un héliostat, c'est un appareil qui permet de focaliser les rayons du soleil au cours de la journée, toujours de la même façon, quelle que soit la position du soleil. Autrement dit, il y a un miroir qui recueille les rayons du soleil et qui tourne avec un mouvement d'horlogerie et réfléchit et renvoie les rayons du soleil toujours au même endroit. Et de fait, cette tour, qui est assez grande, ce cylindre, abrite à l'intérieur un cylindre métallique qui est pourvu d'une fente verticale. Et cette fente verticale se déplaçait en fonction de la position du soleil au cours de la journée. Et les rayons solaires qui rentraient par cette fente étaient renvoyés sur les paillasses, sur les expériences qui étaient en dessous. Ça, c'est une demande qui a été inscrite dans le programme de l'architecte, l'architecte là étant Germain Debré. Autre demande spécifique, propre au monde scientifique, ce sont des paillasses, des dispositifs en extérieur. Ce sont les chimistes qui les demandent et c'est là qu'ils souhaitent pouvoir mener des expériences qui provoquent un grand nombre de vapeurs malodorantes, voire même dangereuses. Ce dispositif-là se trouvait à l'Institut du Radium, construit donc aux alentours avant 1914. Nous avons l'équivalent ici, dans le bâtiment construit par Germain Debré en 1930. Autre demande spéciale propre au monde scientifique, les animaleries. Pasteur, lorsqu'il était à l'école normale, lui n'avait eu pas de souci pour installer ces animaux. Il avait utilisé les friches jardins désaffectés qui se trouvaient rue du Tau pour y installer ses chiens, ses moutons, etc. Par contre, plus tard, la Fondation Curie, elle devra prévoir une animalerie. Et de même, l'Institut de biologie physico-chimique, donc qui est le long de la rue Curie, disposera d'un chenil et disposera d'un pan de bâtiment spécialisé dans
le traitement des animaux, allant donc du chenil jusqu'à la physiologie. Et les recherches in vitro étant faites de ce côté-ci de la rue, et la passerelle entre les deux, installée au 2e étage, étant conçue comme un sas. C'est le miracle de l'architecture fonctionnaliste qui permettent de voir à quoi étaient destinées les différentes parties. Aujourd'hui, tout ça est caché. Il faut bien entendu prévoir des salles des machines, mais qui dit salle des machines dit aussi circuits permettant de faire circuler l'électricité, mais devront circuler aussi l'eau, bien entendu, l'air comprimé, et aujourd'hui encore plus de choses. Sont aussi nécessaires des ateliers. À l'époque, tous les laboratoires de recherche ont des ateliers souffleurs de verre, électriciens, et surtout, important pour les physiciens, les ateliers de mécanique, car les ouvriers qui sont là réalisent les prototypes qui seront peut-être les futurs instruments de mesure qui seront issus des travaux du laboratoire juste au-dessus. Bien entendu, il faut aussi prévoir une bibliothèque pour accueillir les étudiants et les jeunes chercheurs étrangers qui sont là. De fait, comme le dit Nizan, le quartier autour de la rue Curie va complètement se transformer, et visiblement il ne l'apprécie pas. Dans ces quartiers d'une rigueur d'hôpital, effectivement, on voit de moins en moins des polytechniciens remonter le mercredi avec au milieu des chèvres ou des vaches. Ça se passait dans les années 20. C'est ce qu'il décrit dans La Conspiration. Le quartier est en train de changer et les promoteurs de ce nouveau quartier considèrent qu'il est en train d'apparaître un centre de travail et de pensée. Pour que vous vous situiez un peu mieux, vous avez donc la rue Pierre-Curie ici. Le musée Curie est ici, donc ça sera l'Institut du Radium, l'Institut de Chimie, l'Institut océanographique, l'Institut de Géographie, l'extension du laboratoire Curie avec le laboratoire de Jean Perrin, l'Institut Henri Poincaré et l'établissement très moderne que nous avons vu tout à l'heure, l'Institut de biologie physico-chimique. Nous allons les retrouver tout de suite parce que je voudrais qu'on se pose la question de savoir qui subventionne tout ça alors qu'il n'y a pas de budget de recherche prévu au budget de l'État. Le terrain est acheté en 1906 par l'université et la ville de Paris interviendra, et c'est tout à fait convenu dans les textes, pour la construction. Bien entendu, l'Institut océanographique, qui a été voulu par le prince Albert Ier de Monaco, qui veut en faire un centre de recherche océanographique, lui sera pris en charge complètement par la Fondation. Ensuite, de 1908 à 1924, et je reviendrai sur la date tardive, est construit l'Institut de chimie appliquée, qui deviendra plus tard le NSCP et aujourd'hui Chimie ParisTech. Et vous voyez, devant, il n'y a rien. On a toujours la chapelle de l'école Sainte-Geneviève et le petit Institut du Radium. Ce bâtiment, de fait, commence à être construit en 1908 et puis grâce en partie à une souscription qui a été lancée par la Faculté des sciences en 1906.
Et sa construction, on la voit ici, est arrêtée pour construire un bâtiment qu'on n'attendait pas, c'est l'Institut du Radium. De fait, la comtesse Greffule, qui soutenait le projet de Pierre Curie et puis celui de Marie Curie, intervient pour qu'un institut du radium se trouve effectivement sur cette parcelle libre. Mais à ce moment-là, un autre acteur entre en jeu, c'est l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur vient de recevoir un legs fort important de Daniel Ifla, dit Osiris, à la condition expresse que l'argent soit consacré à construire un laboratoire qui sera spécialisé dans l'étude des substances radioactives. Donc l'Institut Pasteur cherche à attirer Marie Curie chez lui et bien entendu l'université et en particulier le vice-recteur Louis Liard préfère monter une opération conjointe et l'Institut du Radium sera construit en deux parties. Une partie université qui sera sous la direction de Marie Curie, qui sera le laboratoire Curie, et une partie Institut Pasteur qui sera sous la direction de Pasteur et dirigée par un médecin. Donc là, on a déjà, en dehors de l'université, de la ville et de l'Institut Pasteur, on a la comtesse Greffule, Daniel Ifla, et on va avoir plus tard, c'est-à-dire en 1920, pour la Fondation Curie qui sera créée pour traiter les premiers malades, la création d'une nouvelle fondation qui sera à l'initiative d'un mécène qui est Henri de Rothschild. Pour le fonctionnement du laboratoire de Marie Curie, d'autres fondations interviennent. La Fondation Carnegie, par exemple, qui donnera des bourses qui permettront aux jeunes chercheurs de travailler à temps plein dans son laboratoire. Et une autre fondation dont on va reparler tout à l'heure, la Fondation Edmond Rothschild, qui, elle, prendra en charge l'instrumentation. L'Institut de géographie, lui, est construit entre 1914 et 1924. Il est important pour l'histoire de la géographie puisqu'il doit concrétiser l'autonomisation de cette discipline par rapport à l'histoire. Il comprend aussi au départ la présence d'un laboratoire d'ethnographie. Rivet, avant d'aller au Palais de Chaillot, est installé dans ses locaux, et aussi un enseignement de géologie physique avec un institut du globe. C'est la marquise Visconti qui, parmi ses nombreuses donations à l'université, fera un don spécial pour l'Institut de géographie d'1 million de francs. Le laboratoire de Marie Curie était trop petit, il est agrandi et à angle droit, on construit un laboratoire pour Jean Perrin qui est devenu la même année prix Nobel de physique. Donc la moitié du terrain est construite et là nous sommes donc sur le campus Curie en regardant l'Institut océanographique qui se trouve là, l'Institut géographique là et la rue Curie ici. En 1926, il reste donc une moitié du terrain intérieur qui est inoccupé. Et la nature a horreur du vide, même si les baraquements adrians que vous voyez ici sont fort utiles puisqu'ils constituent le premier restaurant universitaire de Paris qui a été créé grâce à un mécène, David Veil. Mais les baraquements vont être démolis et le terrain va laisser place ici à l'Institut Henri Poincaré et ici à l'Institut de biologie physico-chimie. L'Institut Henri Poincaré, on a toujours l'école de chimie là, et l'Institut Henri Poincaré est construit
lui, grâce à la Fondation Rockefeller, qui assure l'essentiel du coût de la construction et ultérieurement assurera les 3/4 des frais de fonctionnement, l'université assurant le quart restant. C'est un bâtiment destiné aux mathématiques et à la physique appliquée. Le mathématicien probabiliste Émile Morel, par ailleurs membre du cartel des gauches et député de Saint-Afrique, est à l'origine de ce bâtiment et il en deviendra plus tard le premier directeur. Enfin, le dernier bâtiment, celui-ci, l'Institut de biologie physico-chimique, avec sa partie pour les animaux et l'autre partie pour la recherche in vitro, est entièrement pris en charge par une fondation, la Fondation Edmond Rothschild. Les bâtiments ont été tous construits de 1908 à 1930. Très très récemment, comme vous le savez, sur ce terrain, un dernier laboratoire a été rajouté, consacré aux études du développement et des liens entre le développement et le cancer, mais bon, c'est une histoire extrêmement récente. De l'autre côté de la rue d'Ulm, l'école municipale de physique et chimie industrielle s'est dotée sous la direction de Paul Langevin, s'est dotée d'une vraie école, avec une façade un peu particulière sur laquelle il n'y a pas d'entrée, puisque là on est square Kassler. Et rue Laumont, les laboratoires de physique et de l'autre côté les laboratoires de biologie et de géologie de l'école normale supérieure ont été construits grâce au plan Tardieu des années 29 et qui est un plan de soutien à l'outillage national, et les physiciens ayant beaucoup besoin des mécaniciens, c'est ce plan qui a pris en charge une grande partie des frais de la construction de ces bâtiments, qui sont inaugurés en 1937, mais que les étudiants ne pourront intégrer vraiment qu'en 1945. Pendant ce temps-là, quand même, la taille des instruments progressivement grandit. On voit ici c'est un cyclotron qui va être utilisé par les Joliot dans les années 30 et qui nécessitera une construction spéciale au Collège de France. Et vous voyez, on change complètement de taille. Il n'est plus question de construire des laboratoires avec des dispositifs pareils dans le centre de Paris. Et ça, c'est une photo de Robert Doisneau, prise dans le laboratoire qui deviendra le laboratoire de Frédéric Joliot à Ivry. Donc, il y a eu, en 30 ans, construction de laboratoires tout autour de la rue d'Ulm, correspondant à des besoins d'une époque, mais déjà, ces besoins ont évolué. Ils ont évolué, et les besoins en instruments, mais aussi les besoins en personnes. Le cyclotron que nous avons vu tout à l'heure est un appareil qui nécessite la création d'une équipe de techniciens pour le faire fonctionner, et ça, c'est aussi nouveau. Marie Curie, lorsqu'elle travaille avec ces appareils, elle est capable de les monter, de les réparer elle-même. Avec un cyclotron, ce n'est plus du tout la même chose. Et vous voyez là, à titre d'exemple, les effectifs du laboratoire de Pierre Curie. Bien entendu, le nombre des chercheurs va augmentant, mais c'est surtout le nombre des techniciens et ingénieurs, on appellera plus tard ingénieur, technicien et administratif, qui lui va venir grandissant. Alors, on voit que toutes ces premières constructions Curie doivent énormément aux fondations. Et dans le même temps, les scientifiques comme Marie Curie, comme Jean Perrin, qui sont installés là,
interviennent régulièrement pour rappeler que la science mérite attention. Il y a bien eu en 1901 créée une caisse de recherche scientifique, mais elle sert uniquement à rétribuer les beaux travaux des savants, et cela ne suffit pas. Au lendemain de la guerre 14-18, alors que les discours sur la nécessité de rattraper la science allemande sont extrêmement nombreux, malheureusement les hommes politiques n'y consacrent pas vraiment d'attention, et il va y avoir un certain nombre de campagnes qui vont être menées. Marie Curie, par exemple, en 1923, va publier une biographie de son mari. Bien entendu, c'est un hommage à son mari, mais c'est surtout, et ça c'est tout à fait clair dans le dernier chapitre, c'est simplement pour rappeler à l'opinion publique que cette vie si triste et misérable, celle de Pierre Curie, sa fatigue, sa mort précoce, sont dues aux mauvaises conditions de travail et qu'il faut construire des laboratoires. D'autres chercheurs, d'autres scientifiques de l'époque ont d'autres stratégies. Par exemple, le géophysicien Charles Morin, lui, va rencontrer Maurice Barrès et lui faire visiter les laboratoires universitaires, médicaux, etc., et pour lui montrer la misère de la science. Et cela conduira à une série d'articles absolument flamboyants dans le style de l'auteur, qui attireront vraiment beaucoup l'attention sur, effectivement, même s'il s'appelle la haute intelligence française, surtout sur la misère, effectivement, des laboratoires. Campagnes qui ne vont, dans un premier temps, pas changer grand-chose. Ceci près qu'en 1925, Émile Borel, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était élu du cartel des gauches, va faire voter quelque chose qui va être fort utile et qui s'appelle le sou du laboratoire. Le sou du laboratoire, parce que c'était 5 centimes au départ, est prélevé sur la taxe professionnelle et va permettre pendant presque les 10 années qui suivent aux laboratoires de s'équiper et voire même de pouvoir rétribuer leur aide technique. Parce que les situations les plus catastrophiques à l'époque sont celles des aides techniques. Il est vrai que les crédits de la recherche après-guerre ont été reconduits tels qu'ils étaient en 1913, mais ils avaient perdu les 3/4 de leur valeur. Il est vrai que les enseignants se sont retrouvés avec des salaires, et les universitaires avec des salaires qui étaient divisés par 2, mais la situation des aides techniques, comme on les appelait à l'époque, est tout à fait catastrophique. En 1925, un aide technique gagne 1200 francs, alors que c'est le tiers du salaire moyen d'un manœuvre. Donc il ne peut pas vivre avec ça. Même si on lui trouve, même si on lui l'autorise à habiter dans le grenier du laboratoire, ça ne résout pas la situation. Le sou du laboratoire, après, sera suivi par une intense campagne de presse et aussi là, de rencontres par des gens, par différents scientifiques, et en particulier par Jean Perrin. Jean Perrin, en 1930, va lancer une pétition qui sera signée par tous les universitaires les plus éminents, ceux de la Sorbonne, bien entendu, ceux du Muséum, aussi par tous les jeunes scientifiques qui maintenant travaillent autour de la rue Curie. Cette pétition en appelle à un Parlement des sciences pour montrer qu'effectivement une communauté de travail est en train de se constituer
et toutes disciplines confondues, comme c'est le cas d'ailleurs sur le campus Curie, et qu'il faut prendre en compte la recherche. En 1930, la Caisse nationale des sciences est, dans un premier temps, destinée à être une caisse de retraite. Mais grâce à Jean Perrin, grâce à Édouard Herriot, elle est élargie à la rétribution de jeunes chercheurs qui seront donc employés à temps plein. Et à cette époque-là, on parle de bourses, on crée des bourses pour que des jeunes chercheurs travaillent à temps plein. Et elle sera financée par le ministère de la Défense sur les frais de la construction de la ligne Maginot. En 1935, on essaye de fédérer toutes les actions qui ont été créées ici et là, le sous du laboratoire, la première caisse, etc., et créer la Caisse nationale de recherche scientifique, qui essaye d'organiser un petit peu tout ce monde de la recherche et des laboratoires qui se crée. Tout cela conduira à Jean Perrin intervenant auprès de Léon Blum par la création en 1936 du sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique. C'est la première fois dans le monde entier qu'un portefeuille ministériel est consacré à la recherche. À titre symbolique, les femmes n'ont pas le droit de vote, mais Irène Curie n'aimait pas du tout ce type de fonction, mais à titre symbolique quand même, elle accepte en avril d'occuper ce poste en 1936, et en septembre, elle laisse la place à Jean Perrin, et là, effectivement, alors que Jean Zay est le ministre de l'Éducation, de l'Instruction publique, un intérêt important est donné à la construction de laboratoires. Les principaux outils pour sensibiliser l'opinion publique ont été la presse, et là vous voyez par exemple les Joliot, forts de leur prix Nobel de 1935, interviennent largement dans la presse, qu'il faut dire couvrait mieux le domaine scientifique et les politiques de recherche qu'aujourd'hui. Et il faut à la fois des millions pour les laboratoires, mais en même temps, on se pose la question de savoir où elle va, et il faut améliorer le sort de l'individu. Pas seulement, il faut pouvoir remplacer le radium par d'autres substances dans le traitement des cancers, mais il faut aussi prévoir une vie plus riche en loisirs. Il y a donc campagne de presse. Il y a aussi une nouvelle vitrine. L'exposition internationale de 1937 est prévue de longue date. Petit à petit, Jean Perrin a pris la tutelle de la coordination de ce qui se préparait en matière de sciences, et cela conduira au Palais de la Découverte, qui est ouvert en 1937, avec à droite cet instrument qui faisait des éclairs de 4 mètres et qui est destiné ultérieurement au laboratoire de Joliot à Ivry. Et là, les jeunes scientifiques, et en particulier ceux du campus Curie à côté ou ceux de l'école normale, sont invités, voire sommés par Jean Perrin, d'aller faire des démonstrations pour montrer que derrière la recherche, il y a des gens. Et je me rappelle de mademoiselle Cauchois qui me dit « Ah, mais cette année-là, il n'a pas été question de partir en vacances, il fallait qu'on aille faire des manips au Palais de la Découverte. » Donc, c'est une vitrine que se donne le monde de la recherche pour montrer que la science, non seulement a un intérêt, non seulement repose sur des hommes, mais aussi qu'elle a besoin de moyens. Nous sommes très près de la guerre, et dès 1938,
Un haut comité de coordination est créé pour repérer les laboratoires qui pourraient avoir des travaux d'importance stratégique et coordonner ces recherches. Et c'est dans ce contexte-là, donc déjà en pleine guerre, puisque c'est le 10 octobre 1939, que le CNRS est créé. Le CNRS est créé et il sera en 1944 à la libération dirigée par Joliot. Il prévoit avec des clauses qui n'ont pas changé, bien entendu, qui prévoyaient des allocations pour les chercheurs, la rémunération des aides techniques, et ça c'est tout à fait nouveau. Ça veut dire qu'à partir de la création du CNRS, chercheurs ou non-chercheurs dans les laboratoires pourront vivre en travaillant à temps plein. Ils auront de quoi, ils seront rémunérés, ce qui est vraiment nouveau. Et le CNRS aussi créera ou participera ou élaborera de nouveaux laboratoires. C'est ce qui, effectivement, continuera après-guerre. Le CNRS créera un laboratoire à Orsay. Ce sera le premier laboratoire installé là-bas et ce sera un laboratoire pour permettre de faire de la physique nucléaire ailleurs qu'à l'Institut du Radium qui est devenu quand même trop central et trop petit. Et on voit ici Joliot photographiant le campus d'Orsay, ce qui est le campus du futur Institut de physique nucléaire. Mais du côté de l'université aussi, on crée des laboratoires lorsque, à partir de 1959, sur le campus Jussieu, à la place de la Louvain, on va bien entendu penser aux étudiants, ça c'est certain, mais aussi créer les laboratoires de l'université. Donc, au début, nous avions besoin de laboratoires pour les étudiants, très important, puis après, besoin de faire reconnaître la nécessité qu'ont les chercheurs, qu'ont les savants, qu'avaient les savants ou qu'ont les chercheurs, de disposer de laboratoires propres pour faire leurs travaux, indépendamment des charges d'enseignement. Et puis aujourd'hui, tout ça est un petit peu imbriqué, et qu'il s'agisse des organismes de recherche ou des universités, les uns et les autres disposent de laboratoires de recherche. Je vous remercie. Si vous avez des questions, Diallo, à l'issue des de remarques, ce vaste panorama, docteur de Dianglade. Dans l'Institut Henri Poincaré, donc qui a été créé sous la direction d'Émile Borel, qui est un probabiliste, et c'est là que le séminaire Bourbaki va s'installer, et il s'y réunit encore. Et pour l'instant, il est dirigé par quelqu'un dont vous connaissez sans doute le nom, un jeune médaillé Fields qui s'appelle Cédric Villani. Comment ? Non, mais là, actuellement, la direction est assurée par Cédric Villani. Oui. Oui. On peut le voir de l'extérieur, tout à fait. Rue Pierre et Marie Curie, quand vous êtes face à l'entrée, vous voyez la rue Pierre et Marie Curie ? Oui, non, mais quand vous êtes face à l'entrée du campus, c'est le bâtiment de droite. Et l'héliostat, la tour, vous la voyez de la rue. Il n'a jamais été en service. Il n'a jamais servi. Ah, tout à fait. Il n'a jamais été en service. La deuxième question après, sur l'hôpital Curie, ou la fondation Curie, vous en avez deux parlé.
Oui. Ça avait été fait aussi par l'Institut du radium et aussi par l'Institut Pasteur. Alors, de fait, quand l'Institut du radium a été construit, il a été construit pour les études fondamentales sur les substances radioactives. Marie Curie dirigeait le laboratoire où on faisait de la physique et de la chimie. Claudius Regaud dirigeait la partie où on faisait les études biologiques et médicales. Les études biologiques et médicales. Mais il n'y avait pas d'application. Donc, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien. Donc, dans un premier temps, lorsqu'il y avait besoin de chirurgie, les patients étaient orientés vers l'hôpital de Pasteur, par exemple, ou ailleurs. Mais très rapidement, il a été construit, au 26 de la rue d'Ulm, un dispensaire. Et pour construire ce dispensaire, il a fallu une fondation spéciale, puisqu'il fallait, entre autres, acheter quelque chose qui était très très cher, qui était les sels de radium. Marie Curie avait découvert le radium, mais elle n'avait pas du tout les moyens de fournir le radium qui était nécessaire au traitement. Donc c'est Henri de Rothschild qui va créer une fondation pour se donner les moyens de traiter les premiers cancéreux. Voilà. Alors l'Institut Pasteur intervenait dans l'Institut du radium pour la partie biologie et de toute façon les médecins de l'Institut Pasteur, le médecin de l'Institut Pasteur qui dirigeait le pavillon Pasteur au sein de l'Institut du radium dirigeait aussi les médecins qui étaient dans la Fondation Curie. Donc c'était une intrication qui a duré très longtemps. Et petit à petit, en 1968, puis après en 1968, et puis après en 1970, et puis après en 1993, tout ça, petit à petit, s'est plus ou moins rapproché pour créer une seule fondation privée qui est l'Institut Curie. Oui, s'il vous plaît. Pardon ? Oui, oui. Qu'est-ce qui a fait que Pasteur soit parti de la rue d'Ulm pour aller dans le 15e ? Bon, la motivation de Pasteur est passée. Parce que, de fait, son petit laboratoire était vraiment était minuscule. De plus, les animaleries étaient à proximité, mais pas intégrées. Et puis, son école grandissait quand même. Il avait de plus en plus d'élèves. Il avait aussi de plus en plus de patients qui lui étaient envoyés, qu'il fallait accueillir, et même avant la rage. Donc, il n'avait pas les moyens. En gros, dans ce bâtiment, aujourd'hui on ne se rend pas compte parce qu'il est cloisonné, mais c'était une grande pièce unique dans laquelle il y avait des paillasses et des hottes, et on ne pouvait vraiment pas travailler, on ne pouvait pas isoler les différentes parties expérimentales, parce que ça aussi c'est important. Et donc, il avait besoin de ventilation, enfin, il avait besoin de paillasses sans vibration, de salles à température constante. Enfin, les scientifiques sont toujours des gens extrêmement exigeants vis-à-vis des architectes. Et rue du Thau, il y avait un grand terrain. On pouvait, y compris, construire un hôpital aussi. Mais Pasteur n'était pas du tout pressé d'aller rue du Thau. Il ne voulait pas aller au milieu des choux. Et vous avez compris tout à l'heure en voyant la carte, effectivement, c'était très très vert par là. Il y avait encore beaucoup de jardins. Oui, si vous... Des vacheries, il y en avait. Il y avait dans ce quartier-là, il y avait une vraie vacherie, mais je ne pense pas qu'elle était rattachée au laboratoire. Les animaux qui sont connus pour avoir été
recherche, c'était exactement la même chose. À tel point que quand Pierre Curie demande un laboratoire avec la chair qu'on crée pour lui en 1904, là, au moment du prix Nobel, le secrétaire de la faculté des sciences fait un rapport, combien le laboratoire reçoit d'argent, etc. Et il dit Monsieur Curie a un préparateur personnel, aucun autre universitaire n'est dans ce cas-là. Et Pierre Curie est obligé de répondre en disant je le paye avec une proportion d'aide. Je voulais savoir si la présence de laboratoires au cœur de l'usine présentait des risques sanitaires pour la population environnante. Est-ce que vous me posez la question de savoir, est-ce que vous s'en préoccupez à l'époque? Oui. Qu'est-ce que je peux vous répondre? Que quand j'ai fait mes études de biologie dans la barre Cassan, c'est-à-dire dans les locaux du campus Jussieu qui sont sur le boulevard, juste au-dessus de la Seine, là, sur le quai juste au-dessus de la Seine. Oui, quai Saint-Bernard, merci. Eh bien, les marqueurs radioactifs allaient directement dans la Seine. Bon. C'était il y a longtemps, mais ça ne me remonte pas si vous... Pardon? Vous avez beaucoup parlé du financement privé avant que le financement public existe. Quelle a été l'importance de la relation du point de vue financier entre la recherche et l'industrie? Alors, à la fin du 19e siècle, je crois que c'est en 1878, le chimiste qui était Alva Haller fait un rapport sur les formations qui seraient nécessaires pour former des ingénieurs adaptés à la production de l'époque. Et il dit l'usine aujourd'hui est un laboratoire et c'est le savant qui va gagner la victoire. C'est pratiquement ces termes. En France, ce n'est ni le maître ni l'élève qui manque, c'est l'école. Donc, c'est grâce à ce rapport et à la pression des chimistes, en particulier alsaciens, que va être créée l'école municipale de physique et chimie, puisque l'université ne veut pas en entendre parler à ce moment-là. Donc, cette école-là, c'est la ville qui la prend en charge, c'est pas l'industrie. Ceci dit, le réseau des anciens élèves de l'école de physique et chimie industrielle va être très très important pour occuper certains laboratoires, pour assurer le placement des élèves, pour diverses choses. Mais à ma connaissance, j'ai pas vraiment l'impression que les industriels aient financé vraiment officiellement la ville pour équiper l'école. Autrement, les rapports avec l'industrie sont extrêmement difficiles à saisir parce qu'on a, et à cause de Jean Perrin, et je dis bien à cause l'idée qu'il y avait une recherche pure et une recherche appliquée. Pasteur a toujours travaillé en liaison avec l'industrie. À Lille, il y a une superbe sculpture que j'aime beaucoup parce que sur le socle est gravé à Pasteur les brasseurs reconnaissants. Je trouve que bon, ça aurait pu être les viticulteurs, ça aurait pu être les sériculteurs. Non, Pasteur a fait ses recherches propres, bien entendu, mais il a aussi répondu à la demande, qui était une demande économique et à la pression politique. Mais pour ce qui est de Pierre et Marie Curie, ils ont toujours travaillé avec l'industrie. Pierre Curie, heureusement, gagne sa vie, complète
sa rémunération de l'école de physique-chimie en travaillant pour les constructeurs d'instruments. Il règle, il vérifie leurs prototypes, etc. Donc il a, quand les Curie ou d'autres réalisent des instruments qui pourraient être utiles dans les autres laboratoires, bon, c'est tout naturellement qu'ils vont vers les fabricants d'instruments comme Baudouin et autres. Marie Curie, quand on parle de la découverte du radium, et c'est pour ça, pardonnez-moi, que je vais dire la grogne que j'ai eue à voir certains films qui ont été faits en 2011 sur l'histoire de Marie Curie, où on la voit touiller des tonnes et des tonnes de pozzolan pour arriver à extraire les sels de radium. Les Curie étaient bien trop malins pour ça. Ils se sont très très vite rendus compte que ce qu'ils étaient en train de faire allait être utile à l'industrie, allait être utile aux chimistes. Donc, ils ont très rapidement passé un accord avec la Société centrale des produits chimiques en leur disant vous faites le premier travail, le cassage, le broyage, pulvérisation, etc. Et nous, on fait la fin du process, et puis on ne remettra pas, et vous pourrez utiliser. Bon, donc les rapports avec les industriels existent, et dans l'histoire de l'industrie du radium, jusque dans les années 20, c'est comme ça que ça se passe. Donc les rapports avec l'industrie existent, et les industriels là, par exemple pour l'industrie du radium, font tester la teneur en radioactivité de leurs produits par le laboratoire Curie, qui reçoit heureusement un petit peu d'argent qui va lui permettre de travailler. Donc c'est beaucoup moins tranché qu'on a bien voulu dire. Par contre, à un moment donné, je pense que c'est là où Jean Perrin vient en défense de la recherche. C'est vrai que pour Marie Curie aussi, on voit bien qu'à un moment donné, il y a des travaux qui ne peuvent plus se faire chez les industriels. Il faut vraiment doter l'université de laboratoires semi-industriels pour ne pas être dépendant de la pression économique. À un moment donné, la comtesse Greffy a voulu apprendre la chimie. Alors pourquoi Je vais peut-être relire mon Paris de Zola, parce que dans Paris de Zola, il y a une marquise qui se pique de chimie et héberge les anarchistes qui aiment beaucoup la chimie aussi. Mais elle a voulu apprendre la chimie et je ne sais pas comment ça se fait. C'est un élève de Pierre Curie, Georges Urbain, qui va lui donner des cours de chimie. Et un jour, Georges Urbain va écrire à la comtesse, et la lettre existe toujours, elle est publiée dans la correspondance de Pierre Curie qui est parue récemment. Et il lui dit, il faut vous intéresser à Curie, jamais il ne vous écrira, jamais il ne vous demandera, et ce ne sont pas des choses qu'il sait faire. Mais c'est un homme génial, leurs travaux placent la France au meilleur niveau, et il a à tout prix besoin d'un laboratoire, il faut que vous en occupiez. C'est comme ça que ça s'est passé. Ceci dit, Marie Curie sera confrontée à une relation de la comtesse Greffy plus tard, en 1911, parce que dans la campagne
pour l'élection à l'Académie des sciences. De fait, la comtesse Grefful, là, a soutenu, je dirais, le clan catholique, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour Branly et contre Marie Curie. Mais enfin, ça ne se fait qu'à une voix, donc. Georges Urbain. Urbain, spécialiste des terres rares, si à la mode aujourd'hui. Voilà. Eh bien, je crois que nous pouvons remercier vivement Madame Gablot de cet exposé de vue si large.